Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast EBITDA. Aujourd'hui, on accueille Eddie Snoussi. Je pense que je vais rajouter des applaudissements au montage pour que ce soit un peu cool. Comment ça va, Eddie? Ça va super. Content et merci de l'invitation, ouais. Je t'en prie, avec grand plaisir. Donc, trop cool. Aujourd'hui, on va discuter du coup pas mal de prospection et de vente. Je crois beaucoup de prospection aussi, parce que tu en as fait quand même pas mal. Après, tu es très bon dans les deux domaines, faut le dire. Mais prospection, tu es vraiment un niveau encore qui est hors cadre. Ok, c'est gentil. Au niveau de l'agenda, de ce qu'on va faire, je pense dans cette petite heure qu'on a ensemble, débuter un peu sur les débuts de ta carrière, sur comment tu es devenu commercial déjà de base. Parler un petit peu de ce que tu as fait. Tu as quand même un grand parcours avec plein de grosses boîtes. Quand j'ai regardé ton CV, on dirait que c'était un peu les GAFAM. Genre, si tu recevais un contrat et que c'était hors S&P 500, tu disais non, oulala, oh non, PME. Bref. Mais du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Et après, comme j'avais dit, petit sujet prospection, vente, etc. Ça va être sympa. Trop bien. Trop cool. C'est un bon programme, ouais. Petite question un peu débile de début, parce que ça me fait un peu rire. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit, comme métier? Ouais, j'étais très inspiré par mon grand-père, du côté de ma mère, qui avait beaucoup d'hôtels, en Tunisie notamment. Et je pense que je voulais faire de l'argent, en Ce vrai. qui est une belle vocation déjà, même petit. Ouais, en fait, je trouvais ça trop stylé quand il y avait justement des personnes qui pouvaient s'acheter ce qu'ils voulaient. Donc, j'étais très shiny object quand j'étais petit. Truc que j'ai plus du tout. Mais en tous les cas, ouais, c'était vraiment ce qui m'attirait. Maintenant, j'ai eu plein de périodes différentes où à des moments, tu as les trucs classiques de tu veux faire vétérinaire, puis t'es pas sûr et tout. Mais en vrai, je pense que j'étais très inspiré par les personnes charismatiques, entrepreneurs qui avaient du bagou et qui se démerdaient bien. Ouais. Ok, trop cool, intéressant. Et du coup, comment t'es arrivé à devenir commercial? Est-ce que tu t'es dit c'est une bonne voie pour faire de l'argent en vrai? C'était un peu par fatalité, parce que du coup, j'ai fait le chemin classique qui était à l'époque très cliché, mais je suis allé en STMG, quoi. Du coup, On est ensemble. toi aussi. Mais ce qui est marrant sur la STMG, c'est que tu retrouves souvent des personnalités qui, je trouve, sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus fortes que d'autres. Et j'ai l'impression, c'est difficile à définir, je sais pas ce que tu en penses, mais STMG et elle, par exemple, elle t'identifie rapidement un peu les profils, ou t'identifiait. Et STMG, c'était pareil. Et je sais pas, STMG, j'y suis allé un peu par défaut. Et le truc qui m'a vraiment, plu et qui m'a fait démarrer finalement toute ma carrière par la suite, c'est mes stages. Trop cool. Aussi simple. Et du coup, c'était quoi le premier stage? C'était directement stage commercial dès le début dans le grand bain? Ouais, j'étais stagiaire directement dans de la vente. Ok. Et le premier, c'était à C2R Technologie à côté de Rennes. Ouais, exactement. Et tu faisais quoi là-bas du coup? Alors là-bas, c'était très simple. Il y avait un commercial qui était déjà présent et qui donc prospectait pour vendre des imprimantes assez avancées, mais également d'autres outils informatiques un peu plus poussés où je comprenais pas ce que c'était. Et moi, ils m'ont mis en mode, vas-y, t'es en stage, tu vas un petit peu aider le commercial. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'étais assez à l'aise. Donc très rapidement, ils m'ont donné la possibilité de moi-même démarcher. Et c'était une de mes premières expériences vraiment où j'étais sur le terrain. Et à ce moment-là, c'est ça, en fait, j'avais les pages jaunes, j'avais mon téléphone et ça charbonnait, quoi. Ouais. Ok, stylé, incroyable. T'aimais ça ou pas? Ouais, vraiment. Dès le début? Ouais. En fait, mon but, c'était d'être meilleur que le commercial, ce qui est vraiment ce qui s'était passé. Et ce qui est intéressant, c'est que, et j'ai une autre histoire comme ça que je raconterai après, c'est que lui était employé et moi j'étais stagiaire, donc j'avais aussi vu que je pouvais plus m'amuser, du coup je pouvais me permettre. T'as des trucs de fou. Ouais. Et je remercie aussi les maîtres de stage parce que c'est eux aussi qui te donnent la possibilité de faire ce que tu veux. Et je me souviens j'ai généré un rendez-vous, du coup, au lieu que ce soit le responsable de cette agence-là qui se déplace, il est venu avec moi, il m'a amené avec lui alors que j'étais un petit haut. Il m'a amené avec lui et puis du coup j'ai assisté au rendez-vous et c'est cette satisfaction, tu vois, en fait il y a rien et c'est toi qui dois aller chercher quelque chose au téléphone et ça concrétise, tu la rencontres en vrai, rien que ça c'est waouh, c'est gagné. Et puis après potentiellement il y a une vente ou pas, mais rien que tu vois cette histoire de tu vas chercher des choses, je trouve ça vraiment beau parce que c'est toi qui manifeste justement cette opportunité de parler avec quelqu'un et construire un lien, tu vois. De ouf, ouais. C'est tellement gratifiant, ouais, comme taf. Clairement. Petite dopamine tout le temps, là. Le lien Calendly. Hop. Ouais, exactement. Tu te rappelles, c'était quoi ton opener, genre, quand tu faisais ça en termes d'appel? J'imagine qu'il n'y avait pas de folie
non plus de trucs, mais tu te rappelles, tu disais quoi en appel? Ah, ça remonte Au un petit tout peu. début. Ouais, bah c'était des trucs classiques de bonjour, Eddy de entreprise, je vous appelle parce que on propose, et puis après tu déroulais. Le problème c'est que j'étais pas assez bon dans la compréhension technique des produits. Du coup la crainte c'était effectivement que la personne pose une question et que du coup je sois bloqué et que même mon responsable a besoin de temps pour répondre aux questions, tu vois. Mais je me souviens que j'avais justement cette manie de dire ah bah enfin de meubler, tu vois. Oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. Bah, je vous reviendrai. On peut en parler si vous voulez en physique. Et tu vois, j'avais déjà ce réflexe-là, je me souviens. Ouais. Ok, incroyable. Et du coup, après ça, ça avait duré combien de temps c'était quelques mois? Ouais, c'était quelques mois. Et vraiment, ce qui a déclenché, du coup, on va dire, le démarrage vraiment de la vente, mais de façon plus responsabilisée où tu n'es pas en stage, c'est que à la suite de ce fameux stage du coup STMG, je suis allé en BTS. Par fatalité aussi, j'ai juste suivi au fur et à T'as fait quoi? mesure. T'as fait un BTS genre NRC? NRC, voilà. La même chose, pour Ok. l'instant, le même. Et du coup, bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un stage dans une boutique de téléphone à Lamballe, donc en Bretagne. Et là, vraiment, il y a eu un déclic de malade. Genre, vraiment, ça me met presque de l'émotion parce que, en gros, on était en physique, donc il y a des clients qui venaient. Et forcément, tu as des temps creux. Et dans les boutiques téléphoniques, généralement, les temps creux, tu fais rien. Enfin, tu nettoies les téléphones, t'attends, tu vois. Ouais, tu fais un peu de facing et tout, vite fait. Exactement. Ce qui est intéressant. Mais du coup, moi, vu que je revenais de ce petit stage-là Mhm. et que j'aimais bien appeler, bah, en fait, pendant mes heures creuses, enfin, quand il y avait rien, j'appelais des gens. C'est cool. Et là, je faisais des trucs trop stylés où, en gros, j'appelais les gens et je leur disais, ouais, du coup, j'ai vu qu'il y a tant de temps, parce que dans le CRM, tu voyais quel était, en gros, back in time, le forfait qu'ils avaient pris, le téléphone. Du coup, je rebondissais là-dessus. Ils disaient, oui, j'ai vu que vous avez pris à 2 ans ce forfait. Est-ce que vous savez que désormais, vous pouvez avoir ce forfait-là qui vient de sortir? Ou alors, je disais des trucs du type, j'ai vu que vous aviez ce téléphone-là. Si vous voulez, je peux vous faire une petite session où je regarde votre téléphone et je fais des petits paramétrages. Des trucs tout bêtes comme ça qui ramenaient les gens. Et vraiment, bah, du coup, ça permettait de ne pas être juste dans l'attente, mais d'aller, encore une fois, aller chercher des gens. Et je trouve que c'est encore plus plaisant quand c'est en physique, parce que du coup, tu vois les gens, tu rencontres des personnes de ta ville. Enfin, c'est trop cool en vrai. Ok, c'est incroyable. C'était Vivre Mobile, ça, du coup, si j'ai pas de Exactement. bêtises, après Ouais. Hardware. J'ai essayé de tout retenir dans ma tête. J'ai une map complète du truc comme un fou. Ok, et tu es resté aussi à une petite année. Tu avais fait quoi un peu comme taf? C'était Ouais. ça? Il y avait d'autres fonctions que tu faisais un petit peu dans le magasin? Alors, ma responsable, pareil, elle était incroyable. Au début, j'étais un petit peu voilà, à côté, dans le sens où j'assistais un peu à ce qu'il faisait. Il y avait aussi un commercial qui était à côté en alternance. Petit à petit, elle m'a laissé le lead, donc j'accueillais les clients, je leur faisais souscrire au forfait. Et là, l'histoire incroyable, c'est que elle s'est rendue compte que je faisais des meilleurs chiffres qu'un Pierre, qui est un ami, et qui, T'embrasses Pierre? et qui était là en alternance. Et moi, j'étais en stage, encore une fois. Et du coup, elle m'a dit, en vrai, Eddy, si tu cherches un taf, à un moment donné, tu viens quand tu veux à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné dans les cours après. Et je pensais qu'à ça, en fait. Je me disais, putain, mais je m'amusais tellement en physique à faire des choses plutôt que d'apprendre Parce des que choses. t'as fait le BTS genre en alternance ou C'était un BTS classique, c'était Ok. juste un stage durant ton BTS que tu Ok. faisais faire. Ouais. Ok, très clair. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de ma 2e année, j'ai refait un stage encore là-bas. Et là, elle m'a dit, en vrai, juste sache que le responsable, donc le grand directeur, il y avait plus de 200 boutiques ou un truc comme ça, eh bien, il est OK que justement tu reprennes les responsabilités d'une boutique, tout seul. Sa mère, t'avais quel âge? J'avais en 2e année de BTS, je vais avoir 22 ans. Non, 20 ans, ouais, la vingtaine. Ouais, la vingtaine. Stylé. De fou. Et puis, du coup, pour mon ego, c'était incroyable. Et puis, le challenge aussi de lancer une boutique. Mais sauf que je devais terminer mon BTS. Et donc, j'y suis quand même allé. Je suis allé au BTS, mais vraiment, je n'avais pas envie d'y aller. Du coup, je ne l'ai pas eu. La petite histoire, c'est que je l'ai eu l'année d'après en candidat libre, mais je ne l'ai pas eu. Mais je m'en foutais parce que je voulais aller dans ma boutique. Et ils t'ont dit, vas-y, tu seras responsable. Donc, en vrai, Exactement. pourquoi avoir un BTS? Ouais. Mais, J'ai ma boutique. Exact. Et puis eux, ils n'avaient pas besoin d'avoir le diplôme, puisqu'ils avaient vu vraiment que factuellement, je ramenais du chiffre et que j'étais bon, tu vois. Donc voilà, donc l'histoire commence où je suis responsable d'une boutique dans le Finistère, à Brest. Ce qui s'est passé, c'est que la boutique devait fermer de base, et du coup, je suis arrivé sur les 3 derniers mois, le temps de me bouger quelque part. Du coup, c'était pareil, même logique, où j'appelais les gens, etc.
Je savais que c'était sur du short terme, donc je préparais un peu mes armes pour la suite. Puis après, j'ai bifurqué, c'est là où ça démarre vraiment, à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère toujours. On aura fait toute la Ouais, Bretagne. magnifique. Et là, du coup, je reprenais une boutique qui était un petit peu délaissée, qui était mal classée. Et j'ai fait cette logique pendant 1 an où j'allais chercher des gens. J'étais pas mal aussi dans le foot là-bas, donc je ramenais. Enfin voilà, j'essayais vraiment d'être inclus dans la vie communautaire de cette ville. Et ce qui s'est passé, c'est que ça se passait extrêmement bien. J'avais des stagiaires qui avaient quasiment mon âge, du coup. Au bout d'un moment, il y a mon meilleur ami et associé aujourd'hui, Dylan, avec qui justement on parlait beaucoup de business, d'idées de projets et tout, qui était en école de commerce, qui avait fait vraiment un tracé linéaire, prépa, école de commerce de GEM, qui est une des meilleures écoles de France. Et il me dit, mais mec, genre, je sais pas si tu te rends compte, mais tu es extrêmement bon dans ce que tu fais. Je vois plein de gens en école de co qui t'arrivent pas à la cheville. Donc si tu pars à l'étranger et t'apprends l'anglais, tu vas devenir une machine. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu le déclencheur. Je me suis dit, purée, il a pas tort. Il faudrait que je bouge à l'étranger. Mais il m'a dit, si tu veux bouger à l'étranger, par contre, d'office, il dit, tu es obligé, tu repasses en candidat libre ton BTS. Donc vraiment comme mon tonton, quoi, il est revenu, il m'a dit, bah vas-y, tu vas te refaire une carrière, fais ça, et ça va marcher, tu vois. Ok, cool. Et du coup, après, t'es parti à Londres après ça? Exact. Donc après ça, je pars à Londres. On remet son ego de côté, on met full humilité, je deviens barman pour Ok, apprendre l'anglais. Parce très que bien. je parlais pas du tout C'est hindi. une très bonne solution pour apprendre l'anglais et t'es payé en même temps. Exact. Ouais. Puis Ça sera bien. franchement, c'est des super souvenirs aussi dans ta vie. Très rapidement, alors que j'étais juste un serveur, j'avais envie de devenir manager des serveurs. Enfin, dans ma tête, j'ai toujours été avec le taf un peu matrixé où j'avais besoin d'exceller, tu vois. Et donc, bon, bref, ça s'est pas fait et tant mieux. En parallèle de cette expérience de barman, du coup, on lance pas mal de boîtes avec Dylan, toujours sous format projet, on les lance jamais officiellement. Mais toujours, on va jusqu'au bout, on voit jusqu'où on peut arriver, puis finalement ça flop, on repart, on retrouve une idée, etc. Il y en a eu 10 comme ça, des projets. Parce que moi j'avais vu, je crois, j'avais entendu parler uniquement d'Icarfly qui est un des 10, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et il y en a eu 9 autres dans cette Ouais. période-là. Il y en a eu un qui est vraiment dans l'air du temps, qui est Post-it. En gros, l'idée, c'était en fait que par rapport à une structure de poste qu'on avait l'habitude de... Enfin, moi, je postais déjà sur LinkedIn, qu'en fait, je te donne la possibilité de, en mettant quelques idées, en gros, que ça te structure, c'était pas de l'IA, mais juste ça te structure tes idées au bon endroit pour faire un post sur LinkedIn, tu vois. Et ça date de Très cool. 5 ans, tu vois, un truc comme ça, 6 ans. Bref. Et donc voilà, donc vraiment période à Londres pour apprendre l'anglais et puis découvrir un peu la vie, tu vois, sans pression du travail et de carrière, en vrai. Et après ça, du coup, tu as fait un petit détour par Malte avant d'après faire Irlande, c'est ça? Ou pas si on fait une géographie là? C'était Malte, Irlande après ça? Ouais, donc c'est dans la logique, c'était OK, je parle anglais, super. Donc j'ai appris l'anglais, mais c'est l'anglais de tous les jours. Maintenant, il faut que je le professionnalise. Et du coup, j'ai voulu trouver des expériences n'importe où, finalement, où je pouvais rentrer et avoir un N+1 manager que je reporte, à qui je reporte, et donc où je professionnalise mon anglais par des mails, par la communication. Donc c'est là où je trouve une opportunité dans une banque / trading. J'ai aucune affinité avec le monde bancaire. Mais j'arrive là-bas, je suis entre le client support et le sales, plus client support en vrai, où parfois je dois répondre en français, parfois en anglais. Donc super pour, tu vois, passer le next level. Je fais ça 3 mois, j'en peux plus en vrai. Je comprends. Parce que banque et parce que trop proche du service client. Ça te plaît pas, quoi? Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je fais OK, let's go, je vais retrouver une autre opportunité, mais cette fois-ci beaucoup plus sales. Et là, du coup, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités en Irlande parce qu'ils ne payent pas d'impôts là-bas, les boîtes de la tech. Et que donc, pour attirer des Français, des langues qu'ils n'ont pas là-bas, donc les non-anglophones, tu as des salaires aussi qui sont intéressants et qui peuvent te laisser aussi une opportunité parce que c'est l'esprit anglo-saxon, tu vois. Carrément. Et vient du coup Meta à cette période-là directement après. Ouais. Trop cool. J'ai regardé vraiment tout ce que tu avais fait chez Meta. J'ai l'impression que tu as fait tous les postes, genre l'organigramme, tu avais fait LQR, SDR. Tu n'as pas fait AE et Sales Manager après? Ouais. Ou tu avais fait que AE à la fin? J'ai fait AE Sales Manager. Ouais. Incroyable. Donc c'était vraiment le début d'école de la vente pour toi en fait, Meta, genre. Ouais, c'est vraiment la première école de la vente qui a démarré par en fait. Meta avait à l'intérieur une startup qui s'appelle Workplace from Facebook et ils déléguaient leur vente à une entreprise. Et du coup, moi, j'étais parmi Workplace from Facebook. Et j'étais le deuxième français à prospecter pour cette startup-là qui venait d'être créée, fondée par 2 Français. C'était un peu un Slack, mais c'est le meilleur produit pour lequel j'ai travaillé de toute ma vie. C'était un Slack pour les entreprises. Et ce qui était intéressant, c'est que contrairement à un Slack que tu ne peux pas donner à un routier, parce qu'il aurait du mal à l'utiliser, là, c'était tout l'écosystème de communication interne était sous un format Facebook. Donc l'adoption était incroyable.
Tu reconnectais vraiment les gens ensemble. Enfin, vraiment, c'était ultra stimulant. Et du coup, ouais, j'ai commencé inbound, sales, parce qu'il faut savoir que Meta, ils ont tellement de leads, ils appuient sur un bouton, tu as masse de leads. D'ailleurs, j'ai vu LQR, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, lead qualification représentative. Ok, Ouais. très clair. J'avais Donc, vu le truc, je ne connaissais pas du tout. inbound, quoi. Enfin, Ok, c'est plus genre lead inbound et SDR, ça va plus être outbound. bah, moi, je dirais, ouais, c'est la même chose. Pour moi. Vrai débat en vrai. Ouais. Toi, tu les appelles comment, ceux qui font de l'inbound? C'est une bonne question. En vrai, SDR, j'ai l'impression que ça peut faire un peu les deux leads. Des fois, tu as des autres noms. Je te les retrouverai. Ouais, ok. Je referai une parenthèse nom. Bah, il faut un lexique, même pour quelqu'un qui s'intéresse au Mhm. milieu. Tu vois, un étudiant, je me rappelle, il y avait un site, c'était à Onicep, où tu avais les définitions de tous les rôles. Mais aujourd'hui, genre, Sales, c'est un enfer, tous les Ah, rôles qu'il y a. c'est trop dur. Je suis pas AE, je suis business dev, rien à voir, gars, de quoi tu me parles. Donc ouais, au début, inbound. Euh, je pense que cette période-là, on pourrait y revenir, mais elle était très intéressante parce que j'ai beaucoup travaillé avec justement mon account exécutive pour vraiment faire comme une éponge et tout aspirer de ce qu'il faisait. Et je le faisais aussi avec beaucoup d'autres où j'allais vraiment piocher partout. Mes week-ends, il ressemblait à un mec qui était en études, mais qui bouquinait tous les use cases par cœur. Vraiment, parce que je voulais rattraper un peu le manque de confiance que j'avais par rapport à d'autres qui avaient fait école de co. Mm. Et j'étais le seul un peu outsider. T'avais tu envie vois. de prouver encore une fois. Ouais, de fou. Et du coup, j'étais à fond. Et puis, c'est ce qui m'a permis très rapidement d'évoluer en tant qu'AE. Et puis, en tant qu'AE, du coup, j'avais du temps à côté. Du coup, j'ai commencé à faire de l'outbound tout seul, avec l'autorisation, bien sûr, d'un super manager que j'avais. Et je suis devenu, le petit fact historique, le premier manager outbound de chez Meta. Donc, c'est moi qui ai créé le premier pôle outbound de chez Meta. C'est trop drôle. C'est ouf, hein? Incroyable. Ouais. Quand on y repense, c'est fou. Et ça s'est fait naturellement parce que en fait, j'avais déjà prouvé le POC par moi-même pendant un laps de temps. Et du coup, forcément, naturellement, le manager a dit bah, let's go, en vrai, il y a un On te truc fait à faire. confiance, gars. Ouais. Et du coup, tous mes amis qui étaient mes collègues, ils sont devenus mes N-1. Et je leur ai appris ce que je faisais, ce qu'ils m'avaient vu faire dans le bureau. Tu vois. Donc, c'était vraiment cool. Ouais. Ok, trop cool. Donc, au bout d'un moment, tu faisais inbound au tout début, après, tu es passé à l'outbound, c'est ça? Exact. Exactement, ok. Qu'est-ce que tu faisais un petit peu niveau outbound à ce moment-là en tant que SDR? Ouais, outbound, c'était vraiment cool. Il y avait quand même un gros travail sur les mails quand j'y repense. Ok. Pas de page jaune cette fois-ci? Pas de page jaune. Ou en non. ligne? Non, on avait. Non, ils payaient des entreprises qui nous tiraient des grandes listes, tu vois, de boîtes. Et puis il y avait aussi, je pense, des croisements. On n'avait pas trop de visibilité là-dessus, c'était un peu shady. Mais je pense qu'il y avait des croisements peut-être avec d'autres business lines de chez Meta qui t'envoyaient des énormes listes qui étaient triées ok. et que du coup, toi, tu appelais, tu vois. Je vais pas mentir, le fait d'appeler, de dire bonjour Edith chez Meta, bah ouais, par rapport à bonjour Vivre Mobile de Finistère, c'est pas la même. J'entends. La même rengaine, quoi. Donc ouais, ça ressemblait à ça. À l'époque, je faisais déjà la prospection vidéo. Incroyable. Ouais, je faisais déjà la prospection vidéo et je faisais de la prospection sur LinkedIn en vocal. Et c'est un truc, on y reviendra, mais pendant le Covid, que j'ai inculqué à toutes mes équipes. Et on faisait que ça. De ouf. Mais du coup, automatisé ou pas automatisé à ce moment-là? Manuel. Non, il n'y avait pas d'automatisation. La guerre. Ouais, Ça y va exactement. direct. Ok. Excel pour le suivi. Et puis on envoyait, on avait des templates qu'on se préparait et tout était manuel. Ouais. Ok. Et c'est quoi là, tu dirais, tes petits tips SDR? Parce que toi, tu l'as été pendant longtemps. Tu fais encore la même, toi, de la génération de rendez-vous des fois? Bah, je fais encore Tu fais toute la encore. vente. Alors j'ai maintenant un nouveau sales qui est avec nous. On close quand même des grands comptes et des grands deals. Et là, je vais encore sur les 5-6 prochains mois rester toujours dans le closing. Peut-être plus en mode tête chercheuse, parfois, où on a déjà un marché qui arrive, il y a des process qui sont carrés, donc mon sales s'occupe de ça. Et moi, peut-être d'aller ouvrir d'autres marchés pour voir s'il n'y a pas d'autres choses à aller faire. Mais ouais, du coup, Ok. je close encore. Trop cool. Et du coup, sur la partie SDR, t'en as beaucoup fait, t'en fais encore beaucoup. Ouais. C'est quoi un petit peu tes meilleurs conseils pour être un bon SDR? Parce qu'il y a énormément de choses quand même à bien savoir gérer. Tu dirais, c'est quoi les points principaux? Faut ça et ça pour être un bon SDR. Je pense que c'est... Ouais, l'astuce pour un SDR, c'est tu vas regarder tout ce que tout le monde fait. Mais vraiment, tu fais la fouine. Et c'est pas grave si tu as l'air vraiment d'un débutant, d'un newbie qui pose beaucoup de questions, qui est limite chiant, toujours derrière. Hey, comment tu fais ça? C'est pas grave. Crois-moi qu'au bout de 3-6 mois, les gens ils se diront waouh, en fait, il a été malin de faire ça. Non seulement les gens, vu que tu vas aller les voir, tu vas leur poser des questions, d'autres sales plus seniors, des ingénieurs, bref, on s'en fout, tu vas t'intéresser à eux, donc tu crées du lien.
Mais en plus de ça, tu vas capter du vocabulaire, tu vas vraiment t'imprégner de la méthode de chacun. Et souvent, ce que je disais chez Meta, parce que j'étais souvent top one, reward, machin, bon bref, en vrai, c'était stylé, parce qu'il te donnait quand même une belle, des belles récompenses quand tu gagnais. Ouais. Une belle reconnaissance, tu sais, où tu avais le gong dans les bureaux, où C'est tu trop étais cool. content, enfin vraiment Ok. le cliché. Et à chaque fois, ce que je disais quand je parlais que j'avais le reward, c'est franchement, c'est grâce à vous qui êtes là, parce que j'ai un petit peu de toi, Rob, j'ai un petit peu de toi, Juliana, et en fait, j'ai pris toutes vos techniques, et maintenant, c'est ma technique. Tu vois? Donc, en fait, mon skills à moi, c'était de capter tous ceux des autres. Mm. Donc, ouais, je pense que ce serait ça le numéro un, d'aller prendre vraiment de l'information de gens au même niveau que toi, d'autres marchés, etc., on s'en fout, mais du même niveau que toi, et aussi travailler main dans la main avec ton account exécutif ou ton Bien sales sûr. plus senior pour voir ce qu'il fait, même si tu le détestes. Et moi, c'était le cas, c'était très dur. Maintenant, je l'aime beaucoup, Alexis, et il est très reconnu pour son métier. Mhm. Bah, en fait, c'est pas grave, je prenais le feedback, je me disais, il est meilleur que moi, bon, je ferai pas comme lui, mais il est meilleur que moi, donc j'apprends. Ok, trop cool. Et après, tu es parti en tant qu'AE pour Meta. Du coup, tu as commencé à vendre directement en visio, directement. Ouais, C'est visio. ça? Ouais. Ok, trop cool. Comment s'est passé un petit peu cette période-là? Bah, j'avais déjà commencé pendant mon rôle de SDR, du coup, puisque en fait, pour backer parfois mon account exécutif, j'étais tellement proche de lui qu'il me laissait prendre les plus petits comptes. Et ce qui a fait que c'est moi qui allais chercher ma promotion, puisque le rôle d'AE sur le pôle workplace, il était uniquement sur des personnes très précises qui étaient localisées à Paris, là où à Dublin, on n'avait pas le droit à cette promotion. Et du coup, comme j'avais déjà fait ce POC-là, moi tout seul, à reprendre l'école de Alexis, bah, à un moment donné, je suis allé voir mon manager et je lui ai dit, écoute, ça fait 2 mois que je reprends l'école, j'ai fait un peu un coup au bluff, j'ai des super résultats, j'ai une proposition d'une autre boîte qui est LinkedIn pour les rejoindre. Donc si tu ne me promeux pas, en fait, je vais devoir quitter la maison, je t'adore et tout. C'est ce qui m'a permis Cool, d'aller ça. chercher la promo. Petit tip ça pour... Qu'elle a Ouais, toujours une boîte sur le promotion. côté. Ok, on gardera en tête. Et C'est vraiment c'était très du bon. bluff. Le LinkedIn m'avait rien proposé, Mhm. c'était vraiment du bluff. Je comprends. Je comprends. C'est un truc que j'ai pu déjà faire par le passé. Je regarde des personnes qui se reconnaissent. Ok, trop bien. Et là, justement, pour faire ce parallèle un petit peu vente, tu as fait un BTS NRC. Je sais pas si c'était comme moi de ce côté-là. Moi, on apprenait les 7 étapes de la vente Ouais, au BTS NDRC. Moi, c'était NDRC que ça s'appelait. ok. Toi, c'était un peu pareil au niveau des étapes. On t'apprenait des étapes précises de la vente à ce moment-là. Ouais, mais je m'en souviens pas. Et je pense qu'au moment où j'étais en vente, je m'en souvenais pas. Ok. Ouais. Cool. Je crois que même moi, je les ai pas par cœur, mais je crois que c'est genre bris de glace, Ok. découverte des besoins, reformulation, argumentation. Après, je crois traitement des objections. Et après, prise de congé, je sais plus quoi. C'était pas mal, hein? Ouais, c'était pas trop mal. C'est pas loin de ce que tu fais, Ouais. mais c'est quand même, il y a une place de la découverte qui est quand même beaucoup trop petite par rapport à comment elle devrait être pour moi dans un appel de vente. Et Genre ça, la c'est main un appel. structurée. Ok, ça, c'est pour un appel de vente, c'est pas pour un appel de prospection. Non, c'est genre appel de vente. Comment Ok. tu vends, soit en physique, soit en visio. Ils disaient un petit peu, bah tiens, Ok. c'est ça les différents 6-7 étapes que tu vas avoir. Et non, ils étaient en mode, bah tiens, découverte, ça, ouais, c'est 5 minutes, quoi. 5-6 sur un appel de 30. Ce qui est pour moi une connerie absolue. En tout cas, Ouais. c'est ce qu'on m'a appris, tu vois, au BTS. Et du coup, toi, tu faisais comment un peu pour vendre en tant qu'AE? Du coup, c'était quoi ton process? C'était quoi tes petites étapes à toi? Ouais, on avait la méthode ANUM. A, autorité, N, needs, U, urgency, M, money. Ouais, c'est ça. Du coup, on avait vraiment un framework. C'était vraiment très bien structuré, Meta, contrairement aux boîtes que j'ai fait après. C'était vraiment très processisé. Il y avait des beaux playbooks, plein de use cases. Donc, franchement, je prenais bien 30 minutes à préparer mon call. J'allais chercher toujours les bons use cases qui collaient. Et puis, ça fonctionnait toujours sous système de R1, R2. Hein. Donc, premier appel, qualification. Deuxième appel, vente. J'attachais beaucoup d'importance. C'est un truc qui maintenant est devenu peut-être bateau, mais je faisais beaucoup ce truc de avant l'appel. Ça me revient là et c'est ouf. Avant l'appel, j'allais chercher d'où venait la personne sur LinkedIn, la ville. J'allais sur Google, je mettais spécialité culinaire de la ville. Et à chaque fois en intro, je faisais un truc de vous êtes localisé où déjà Ah non, non, je faisais pas comme ça. Je disais j'ai vu que vous étiez localisé à Lille. Plutôt dans ce sens-là, en mode j'ai vu, je me suis intéressé à toi. Ils disaient ah oui, les spécialités du Welsh, tu vois. Et du coup, tu vas faire ah oui, c'est vrai. À chaque fois, je commençais comme ça, je me souviens. Et c'était pas mal parce que quand on y repense, c'est vrai on est très chauvin en Bretagne, on adore parler de nos régions. Et du coup, de parler un petit peu de. Bah, bref, ta bouffe et tout, ça marchait plutôt bien en hook plutôt que parler de la pluie et du beau temps. Donc, ouais, bref, petite chose que je faisais. Et j'avais quand même une sacrée habitude que j'ai toujours avant de rencontrer quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé sur des applications de rencontre de le faire aussi d'ailleurs, d'aller regarder le LinkedIn si j'arrive à le trouver de la personne. Ok. Et vraiment de me faire un peu un truc en F où j'arrive un peu à mapper, ok, elle est comme ça, tac. Ça, je vais rebondir dessus. C'est assez, un truc tout con, bénévolat.
quelque part, bah, c'est un truc cool, tu vois, sur lequel tu peux parler, autre que waouh, t'as fait 5 ans dans ta boîte. Donc, j'essaie comme ça de trigger des petites choses cool qui pouvaient être ressorties durant l'appel. Ouais. Ok, incroyable. Donc tu préparais bien ça en amont. Je crois Ouais. que tu as un espèce de framework genre entrée, plat, dessert quand tu fais des trucs comme ça. En mode, tu dois faire une info générale sur sa boîte, une info au milieu d'appel précis sur sa boîte, et enfin une info perso un peu sur lui. Ok, Je intéressant. crois que c'est un truc qui existe comme ça. Toi, tu le fais? J'ai entendu parler. Pas à tous les appels. Ok. Ça dépend de avec qui je vends. En ce moment, je fais pas mal d'appels sur des personnes plus CSM biz. Donc moins grand compte, moins d'appels très longs, moins de cycles de vente longs aussi. Donc c'est en général un peu plus court. Tu as une Ok. entrée et de l'eau. Et tu vois, j'ai une anecdote qui est assez folle où le CEO du coup Workplace, donc c'était un monsieur qui est venu du coup à Dublin et faisait une énorme conférence. Et à la fin, il demande s'il y a des questions. Et moi, je suis le genre de mec, quand il y a une question, je veux absolument en poser une pour shiner. Alors voilà. Je vois bien. Sauf que ma question, je l'avais déjà préparée avant cet échange-là. Du coup, j'avais rincé son LinkedIn et je m'étais préparé une question en béton. Genre précise en mode l'attaque. Je vois. Où j'avais posé une question de j'ai vu que vous avez bossé 7 ans dans telle entreprise et ensuite vous êtes revenu chez Meta. Un truc comme ça, vraiment travailler. Et du coup, je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de rejoindre Meta. Qu'est-ce qui, du coup, nous donne encore plus envie maintenant quelles sont vraiment les motivations à vous qui vous ont fait revenir et qui doivent nous projeter, si tu veux. Et puis, j'ai rajouté une petite question par-dessus. Et je me souviens qu'il a fait wow, avec vraiment un truc un peu wow, that's an amazing question. Et là, il fait, I want applause for Eddie. Et tout le monde applaudit. Et en vrai, personne n'a applaudi sur les autres questions, tu vois. Et juste, je sais qu'en plus, ça a fait un peu. Du coup, mon manager, après, il était là, stylé, il a reconnu mon sales et tout. Et je trouve que c'est vraiment un petit hack comme ça, de toujours bien se préparer sur les gens, bien s'intéresser à eux. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire pour le coup. Mais je pense qu'en 2-2, juste avant de voir la personne, tu peux faire ce taf-là et ça te fait gagner des points parce que, bien sûr, ta vente, c'est important d'avoir des bonnes méthodes, de bien diriger l'appel, etc. Mais on est des humains et les humains, ils souhaitent que tu t'intéresses à eux et que tu crées un lien particulier avec eux. Et c'est ça qui fait, je trouve, la différence de manière générale avec quelqu'un que tu retiens de quelqu'un que tu ne retiens pas. Ouais. Carrément, ouais. Les gens, ils aiment bien acheter aussi des personnes des fois. Ouais. T'achètes des fois parce que t'es sympa aussi. Bah ouais, clairement. Ça arrive beaucoup. Ok. Et après, sur la partie de découverte, toi, t'avais une manière de la structurer un petit peu ou c'était quoi un petit peu les points que tu t'abordais? Quel type de questions tu posais un petit peu? Ouais, en vrai, quand j'étais sur la partie vente, j'étais vraiment très à cheval sur la méthodo. Et notre quality spécialiste qui était un peu notre coach, il te regardait vraiment, c'était l'armée, fallait faire toute la méthode Anum toujours. Donc c'était toujours autorité, donc je demandais qui était la personne qui prenait la décision, quels étaient les besoins, essayer de les quantifier. Ouais, en vrai, vraiment, je déroulais ma méthodo de façon très classique. Ouais. Ok, et là tu vas en avoir une autre depuis ça? Genre je sais que tu as du spin, du médic, enfin tu as pas mal de méthodologies quand même qui existent. Spiced. Spiced. Laetitia Fall. Bah ouais, Spiced à fond. J'utilise beaucoup. Maintenant, en fait, j'y pense même plus parce que ça y est, c'est dans moi. Enfin, je sais, je sais que j'y reviendrai à chaque fois si je suis perdu dans ma qualification. L'erreur qu'on peut faire dans la Spice, et d'ailleurs Laetitia l'a dit une fois, c'est que tu peux avoir tendance à suivre Spice dans l'ordre, ce qui est pas mal quand tu débutes. Mais au bout d'un moment, il faut se détacher de ça et s'amuser à mettre la question sur le décisionnaire au début. Enfin, il faut laisser la conversation fluide, quoi. Carrément, essayer de garder ça cohérent tout en ayant vraiment le framework dans sa tête. Je trouve des fois c'est dur. Ça demande juste beaucoup de répétition. D'avoir tout par cœur, le script, etc. Mais de pouvoir sortir tranquillement un peu de la chose. Un peu comme la straight line là, de Jordan Belfort, tu vois. Sur la ligne qui continue du bout jusqu'au début, jusqu'à la fin de l'appel de vente. D'essayer d'arriver à en sortir facilement, partir sur d'autres trucs des fois très intéressants, puis revenir quand même sur le fil de la vente. T'as une méthode, toi? Franchement, c'est très américain en général. Moi, ça va plus être NEPQ, je sais pas si tu connais un peu. Non. C'est quoi? C'est des sales comme Jeremy Miner, Matthew Ryder. C'est pour moi partie des meilleurs sales un petit peu américains. Et c'est un peu du spiced et un peu du gap selling. Ok. Et c'est une méthodologie entre les deux et que je trouve trop bien. Et donc je suis fan de fou. Ok. Et c'est vraiment, pour le coup, là, la découverte, c'est peut-être 20 minutes, voire 25 minutes sur un appel de 30. Ok. Plus 20 minutes. T'as une petite ressource que tu peux mettre dans la description là, qu'on peut aller regarder? Bonne question. Ouais, je pense que je mettrai une vidéo de Matthew Ryder. Que j'adore. Genre, il fait un traitement des objections en, je sais pas, 15 minutes avec du NEPQ. Et tu regardes le truc, tu fais, mais qu'est-ce que je suis une merde en sales. Tu te sens mal après.
Ah, toi, tu as un truc quand même particulier sur ta vente, parce que je regarde beaucoup tes vidéos sur LinkedIn. D'ailleurs, allez regarder ce qu'il fait sur LinkedIn, c'est incroyable. Merci, Eddie. Et tu as une approche très... Et là, on le ressent d'ailleurs ici, où tu prends le temps de parler aux gens, tu vas doucement, et ça met un rapport intéressant où tu viens créer, pas de la gêne, mais du coup, ça fait parler la personne. En fait, Un peu, ouais. de mettre des temps un petit peu comme ça, un peu plus long de silence que de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pas quelque chose sur lequel moi, je trouve que c'est ultra intéressant et je devrais apprendre de ça, justement. Mais j'ai jamais vraiment... j'ai fait toujours les choses un peu naturellement, mais j'ai pas essayé de poncer le truc de, OK, comment je peux davantage jouer sur des silences. J'essaie de temps en temps, mais tu vois, je l'ai C'est dur, ouais. pas, j'ai pas appris Ouais, complètement. ce sujet. Je pense que c'est un vrai skills. Complètement. En vrai, moi, c'est juste du mimétisme par rapport à des commerciaux que j'ai vus qui étaient beaucoup plus forts que moi aux États-Unis. OK. Où c'est genre, tu as la vente et à quel point ils sont bons en compétences. Et derrière ça, tu as deux grosses briques de tonalité, non verbale. Et ces deux-là, ils jouent tellement bien dans la chose de manière générale. Et les expressions faciales aussi, Ouais. qui font les trigger plein de choses. Et que les sales français, ils ont pas spécialement. Enfin, t'as pas des entraînements d'expressions faciales, tu vois. Pour la plupart des managers, ils vont pas faire ça avec leurs commerciaux, ce qui est dommage de fou. Soit si je te pose une question normale comme ça, et si je te pose une question normale comme ça, tu vois que je suis confus, donc tu as envie de parler plus parce que je suis confus. Il y a Ouais. tout le monde qui fait ça, donc forcément tu vas détailler plus ton propos, plus d'infos, plus de ressources du coup pour le commercial à utiliser quand il veut vendre. Ouais, et c'est un vrai hack. Franchement, c'est un vrai hack et je pense que tu peux presque enlever des questions de qualification et défaire ton script quant à ça. Parce que du coup, le prospect tout seul, enfin, tu vois, il y va, tu vois, et tu n'as pas besoin d'avoir ta liste. Je pense que c'est sous-estimé. Il y en a une en France qui partage un peu des tips là-dessus, mais je trouve que en vrai, c'est du b.a.-ba. Là où je pense qu'il y a des vraies méthodes que tu peux appliquer. Et, bref, je regarderai du coup la vidéo dans la description. Juste en bas dans la description. Abonne-toi. Et non, ouais, non, c'est un petit peu la méthode de vente que moi j'utilise de mon côté et que j'aime beaucoup. Et que c'était vraiment une révélation quand j'ai vu pour la première fois, parce qu'au comparé à ce qu'on apprend en BTS, j'étais en mode ah ouais, mais en fait, je fais mal là depuis le début. Toutes les ventes que j'ai dû louper ces dernières années à cause de ça, si j'avais pris ça plus tôt. C'est vraiment ce que je me suis dit premier degré quand j'ai vu d'autres sales qui étaient exceptionnels. J'ai fait oh, mince, je vais rattraper rapidement le retard. Et c'est tellement triste. Tu sais, si. Bon, moi, j'y pense souvent. Après, c'est un autre sujet. On pourra refaire un autre podcast si Avec tu veux un autre plaisir. épisode. Mais c'est purée dans un autre monde. Si dans mes études, on m'avait mis des moments où on faisait pratiquer l'appel téléphonique, où on me mettait des exemples d'appels, même pour, je sais pas, pour des assos, par exemple, pour pas, tu sais, juste pour pouvoir s'exercer sans nuire à l'entreprise. Mais j'aurais tellement kiffé mes études. Mais tellement, Je genre. comprends. Tu faisais pas ça un peu en BTS NRC? Moi, je sais que à chaque fois, tu avais un cours en particulier, c'était genre cours de vente. Tous les cours, peu importe, elle prenait quelqu'un au hasard et c'était genre roleplay de vente avec la prof devant 30 personnes devant la classe. Ah ouais, non. Et à chaque cours, il y en a un qui s'en prenait plein la gueule. Trop bien. T'avais la pression un peu quand il y allait quand même. Ok. T'avais un peu la boule au ventre, tu regardais tes pompes. Ok. Mais marrant parce que du coup, tu pratiques à fond, tu vois. Et en pression parce qu'il y a 30 personnes qui sont derrière toi et t'es devant ta prof que tu dois convaincre. Ouais. Donc je trouve que c'est un peu une bonne méthode. Même si sûrement tu te chies un peu dessus quand même. Bah, des personnalités avec qui ça peut peut-être moins fitter, tu vois. Ouais, mais elles s'en battaient les couilles, je crois. Mais je la respecte pour ça, elle est quand même assez forte. Tu te souviens de son nom? Je me souviens, alors du nom de la première, non, mais j'ai eu deux profs. Je me souviens du nom d'Antoine Lefrèche, qui était le directeur commercial de Gavotte, Ok. les petits biscuits que tu connais, Ouais. et qui a fait plein de trucs trop forts. J'ai essayé de le contacter 1000 fois. Antoine, si tu vois ça, réponds à mon mail. Vraiment, parce qu'il m'a tellement inspiré, il était trop bon en vente, il était trop fort. Et il m'a appris plein de trucs que j'utilise encore aujourd'hui dans la partie surtout genre savoir-être commercial, savoir-être pro, et que je retiens presque tout de lui, quoi. Alors que c'était juste un prof de BTS pendant, je crois, 6-7 mois, grand maximum. Ouais, c'est fou. Hein. Et il m'a marqué ce Antoine, et puis peut-être un jour on se reverra. Trop chouette. Hop, c'est le milieu de la vidéo, là c'est le milieu du podcast, on va parler encore plein de trucs avec Eddie. N'hésitez pas à penser un petit temps pour vous abonner, si vous aimez le contenu évidemment, on va parler sales, il y aura plein de prochains épisodes avec plein d'invités très très cool, des directeurs commerciaux, des sales, etc. Prenez un petit moment pour vous abonner, juste en bas. J'attends. On reprend. Toi, c'est qui un peu, tu penses, la personnalité sales qui t'a marqué comme ça? Ou non sales? Outre le papy, qui est une légende. Il y avait un gars chez Meta, Kevin Northmangal, c'est un Américain. Et il venait, il te storytell. En fait, dès qu'il venait, et c'était pas un sales. Hein. Enfin, en vrai, il était sales naturellement, donc il closait des deals parce qu'il y avait besoin, parce que c'était une start-up, quoi. Mais c'était plus un mec qui était le lead de cette start-up, donc dont il était dans les managers.
Et en fait, dès qu'il te parlait d'un produit, dès qu'il te parlait une nouvelle update, une mise à jour ou même un problème, Mhm. il te le enfin, c'était un storyteller, quoi. Il était trop bon à raconter des histoires Ouais. et à Ouais. t'accrocher, quoi. Ouais, il avait l'air super sympa. C'est pour ça que j'adore les Américains. Enfin, j'adore le côté sympathique des Américains, même si c'est parfois fait que je m'en fous. Ça a l'air Au sympa. moins, j'y crois. Ouais, de fou. Et ouais, il était vraiment extrêmement bon. Sinon, un autre sales qui était bon, c'était plutôt chez Salesforce. J'avais un sales qui était très bon et qui a décroché. Alors pendant 3 ans, on essayait de booker un rendez-vous parce que là, c'était du grand compte, c'était Ferrari qui prospectait. Ouais, faut aller. Attention. Fais gaffe à toi. Pendant 3 ans, il n'arrivait pas à les avoir. J'avais inculqué du coup la prospection vidéo à tout le monde. Je les ai rabâchés là-dessus. Et lui, c'était réinventer sa prospection vidéo. Il avait fait un truc de fou. En fait, il arrive vraiment face cam. Et au lieu de faire un loom, un truc, c'est face cam. Il se pose dans une Ferrari, tu vois, dans un garage, enfin, mais comment on appelle ça, où il y a toutes Une les- concession, Ouais, une genre. concession, Ouais. exactement. Il se pose dedans et il raconte son pitch et tout. Paf, il book un rendez-vous. Alors que 3 ans, mec, il n'y C'est avait trop pas eu de stylé. bruit. Il n'y avait pas eu de bruit de Ferrari. Putain, c'est tellement bien. C'est fou. Ça, j'adore le truc de commercial quand tu dois prendre des rendez-vous et que tu sors du cadre de base, Ouais. de faire des fois des bêtises. Ouais. Genre de redevenir un enfant créatif qui fait oh bah je vais faire ça. Mm. Genre je crois par exemple la fois où je t'avais contacté, je crois pour qu'on se fasse un appel genre pour parler ensemble, j'étais en mode je vais me faire une galette saucisse, je vais acheter des produits pour en faire. C'était pas à la maison. Hein. J'ai fait une galette pour t'envoyer un message parce que je savais que t'étais de la Bretagne. Et genre tu redeviens un enfant des fois quand t'es commercial. Ouais. Tu vas-y je vais faire des bêtises puis on verra bien tu vois. Mais le théâtre, c'est vraiment pour moi un hack de la vie pour être meilleur en sales et même être mieux dans la vie de tous les jours. Mais en sales, c'est vraiment un hack. Et en fait, quand tu fais un appel, quand tu y réfléchis, en vrai, c'est boring un appel de base. Tu vois, c'est comme un Monopoly de base. Un Monopoly, c'est chiant. C'est juste que comme tu vas mettre du jeu autour et que du coup, ouais, il y a un petit challenge, il y a un truc, et ben ça devient cool. Et plus tu théâtralises, et plus c'est sympa, et plus la personne le ressent, elle sent unique, et tu vois, tout se déclenche. Donc, tu fais partie, je pense, de ces génies en France au niveau du sales. Qui sont Pas encore. Ouais, je te le dis. Attends quelques années. Non, tu peux être justement, peut-être que dans quelques années, tu seras encore meilleur, mais tu peux perdre un peu de cette fougue aussi avec le temps, tu vois, c'est des choses. Mais aujourd'hui, tu vois, moi j'appelle ça les petits pirates, tu vois, où ils arrivent à faire des trucs un peu créatifs, des petites automes bien stylés. C'est très rare, je trouve, dans des profils 16. Moi, par exemple, je suis bon dans la créativité, mais je suis pas bon dans, tu vois, aller faire des petits hacks C'est pour ça que t'es avec Dylan un petit peu dans le combo parfait. T'as tout compris. Mais ouais, et juste pour revenir sur la prospection de ce fameux sales qui avait fait du coup cette vidéo, j'ai un autre gars qui avait fait Valentin Libra, un génie, et je pense que ça va être le hack de cette année. Oh waouh, préparez-vous. Et ça date d'il y a 3-4 ans, ce qu'il faisait. Il envoyait des lettres. Il envoyait des lettres manuscrites. Il me semble que déjà à l'époque, c'était même plus lui qui les écrivait, c'était une machine. Mais du coup, il faisait de la prospection manuscrite. Et vraiment avec écrit pour monsieur nanana. Et du coup, tu vois, tu t'y attends pas. Ça surprend. Et du coup, tu te dis, purée, il a pris du temps à m'écrire une lettre. Et je trouve il y a des petits hacks comme ça qui sont vraiment puissants. Même en physique, tu vois, je pensais à l'autre jour aller dans des cowork, genre tu vas dans WeWork, tu as plein de bureaux partout, puis tu sais, t'attends peut-être pas à la sortie, tu es à la porte, mais... Bonjour. Je vous ai contacté hier sur LinkedIn. Non, à la limite, si tu veux pas déranger la personne, tu sais, tu fais une rapide vidéo où tu es devant le bureau, tu vois, il y a plein de choses comme ça où tu reviens un peu à l'essentiel de comment je rentre en contact directement avec la personne qui vont faire sortir certains sales du lot. De ouf. Moi, j'avais une idée, je crois qu'elle est dans mes notes iPhone depuis genre 2017, un truc comme ça, Okay. et qui est débile de fou. Si vous avez une agence d'ailleurs qui fait de l'argent pour d'autres personnes, vous avez le droit d'utiliser, même si elle est un peu chiante à mettre en place. En gros, tu prends genre une mallette, une 50aine de mallettes que tu achètes en gros pour ton entreprise. Tu vas la remplir de faux billets de banque pour des films. Tu as des sites qui existent, tu peux acheter des faux billets de banque de films, où tu as des écrits au-dessus, mais on dirait des vrais billets de banque. Tu les mets là. Et après, tu mets justement une lettre dans la mallette et tu vas la distribuer à plein de gens. Et dans la lettre, il y a marqué, voilà, dans cette mallette, il y a tant d'euros, voilà ce qu'on a apporté à ce dernier client en fait, qu'on a eu le mois dernier, etc. Incroyable. Et je trouvais ça trop drôle de le faire Incroyable. et je suis persuadé de faire un truc similaire dans les années à venir. Ça me fait trop marrer en fait. Ah ouais, mais c'est trop bien. Et ton taux de booking, il est de vraiment, s'il n'est pas de 100%, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Non, mais Parce que les gens ils se disent, putain, mais waouh. Et tu restes dans la mémoire. Et tu sais, je suis sûr que quelqu'un pourrait acheter juste parce que c'était cool.
Surtout quand les gens ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'influence, c'est des gros entrepreneurs. Et on se dit, ah, this guy, il faut y aller, quoi. De ouf. Non, franchement, c'est une trop bonne idée. Ouais. Je crois qu'il y a un livre que j'ai lu quand j'avais. Je sais plus, j'étais peut-être adolescent, qui était Convaincre en 2 minutes de Nicolas Bousman, qui est un livre génial un petit peu sur la vente, même juste sur le contact humain de manière générale. Et il disait un truc, cultivez l'imagination et vous cultiverez le cœur. Et à un moment, c'était un exemple un peu similaire. Il était genre avec quelqu'un qui vendait beaucoup des encarts publicitaires dans des journaux et qui allait chez ses clients avec une grosse hotte où il y avait genre une centaine de lettres dedans et qui disait bah voilà le nombre de lettres qu'on a reçu, machin. Trop bien. Notre ancien client de ça. Et je J'ai pense j'ai garder une un peu ça. technique que j'avais avant de lancer Smart Funnel, on s'appelait Regulars, on faisait la même chose mais sous un autre nom avec une cible différente, on prospectait des restaurants. C'était très dur, très C'est dur. pas simple. Hein. Ouais, c'est vraiment compliqué, du coup on faisait beaucoup de porte-à-porte, téléphone, bon bref, le classique. Et puis un jour je me suis dit vas-y, je vais attaquer le truc différemment. Et les gens adorent la visibilité, donc je vais les appeler, les patrons de resto, je vais leur dire que je crée un média restaurant, c'était à Lisbonne, et que je fais un podcast. Et du coup, je venais. En fait, il n'y avait pas d'histoire de podcast. Je venais, je faisais une disco avec une caméra. C'est si drôle. Et du coup, à la fin, j'avais une super disco d'1 heure. Et je leur disais, tiens, c'est intéressant ce que tu m'as dit. Tu sais qu'on travaille avec des clients un peu comme toi et tout. Tiens, teste. Et du coup, je leur faisais tester une IA, tu vois, pour qu'ils se rendent compte de la qualité. Ça faisait un effet waouh. Le truc qui aurait été pas mal, c'est que je sorte un jour un média quand même, et en fait d'utiliser ça comme média / système d'acquisition et technique. Ouais, ça marche bien. Parce que ça fait un peu menteur quand même de venir faire tout ce théâtre de je suis là, c'est vraiment limite, c'est un peu trop quoi. Mais l'idée avait plutôt bien marché. Ouais. Complètement. Et je crois que j'avais d'autres personnes en France qui faisaient du podcast, genre Clément SSB, Arthur Valton, qui étaient en mode meilleure manière de trouver des clients, de juste les inviter pour leur vendre aussi en partie. Ok. Il y en a plein qui font ça, je fais c'est vraiment une très bonne idée, effectivement. Ah, c'est une bonne idée. T'apprends à connaître la personne, à connecter, machin. Ça marche bien. Juste, faut un petit budget, des lights et des cams, au lieu d'un email, mais ça marche très bien. Ouais, franchement, c'est cool. Et puis, si tu peux le réutiliser en contenu derrière, c'est top. Peut-être on peut parler un peu de la partie média rapidement, que je trouve super intéressante chez toi. Tu fais plein de choses. Genre The Prospector, Control F, et même tu fais du contenu sur LinkedIn depuis tellement longtemps. Peut-être que je connaissais pas LinkedIn, je pense à l'époque où tu as commencé LinkedIn, il y a un monde dans lequel c'est vrai. C'est possible. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Niveau contenu, niveau média, tu vois? Déjà, pour voir un peu c'est quoi le tableau là que tu fais en ce moment. Parce que je vois plein de trucs différents, plein d'émissions. Tu peux parler un peu de ça? Ouais, carrément. En soi, c'est assez simple. Moi, je suis un gros consommateur de contenu sur YouTube. Et des contenus qui me ressemblent, où, tu vois, je trouve qu'il y a une vibe très originale des gens, ou très vraie, et pas chiante. Je pense que je suis quelqu'un de pas chiant. Je suis d'accord. Voilà. Et du coup, j'aime bien écouter des trucs qui sont cool, tu vois. Un peu vibes Twitch, toujours. Enfin, tu vois, un peu nouvelle génération. Et je trouve que sur tout ce qui est média, je m'ennuie. Il y a un truc que j'écoute beaucoup, c'est le Super Daily. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un super média où vraiment, il décrypte un peu l'actualité médias, réseaux sociaux. Et pourtant, c'est pas le sujet, moi, qui me passionne, c'est plutôt l'acquisition. Du coup, je trouve que dans l'acquisition, on s'ennuie. Et LinkedIn est pour moi la définition de l'ennui. Les posts sont chiants, tu es obligé de faire des lignes magnettes pour que les gens commentent, parce que quand tu racontes quelque chose, l'algorithme ne veut pas aussi te pousser. Donc, c'est pas que la faute des utilisateurs, mais aussi de la plateforme. Et du coup, là, l'objectif, c'était vraiment de créer quelque chose de divertissant, mais qui parle de sujets qui sont, en tout cas, passionnants pour moi et pour beaucoup de gens, c'est l'acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer une émission qui se veut d'être en live, en direct, avec vraiment le concept du plateau télé. Où vraiment il y a des chroniqueurs, etc. Et plus ça va aller, plus on va venir mettre un peu des paillettes dans tout ça. J'adore. Avec du jingle, tout ça. Trop cool. Et vraiment, le end goal pour moi, c'est de créer, pas un média, mais demain, une grosse émission en physique avec un plateau. Ce serait incroyable. Et vraiment, je pense que ça pourrait exister sur des chaînes de télé. Alors, après, je ne suis pas attiré plus que ça par la télé, mais je pense que ça, tu vois, quand tu vois qui va être mon associé, ça intéresse beaucoup de gens, l'entrepreneuriat. Et je pense que de manière générale, le business, ça intéresse beaucoup de gens et de plus en plus. Donc voilà, en vrai, l'idée, c'est de créer un peu un point de repère. Control F, c'est le raccourci pour trouver le meilleur de l'acquisition. Et du coup, voilà, c'est vraiment la promesse de parler de choses terrain, mais en gardant un côté cool qui normal et naturel chez l'humain. Ce qui est vraiment incroyable. Je trouve ça trop bien parce qu'il y avait vraiment pas. Enfin, il n'y en avait pas du tout presque il y a quelques années, quand même, des médias B2B où il y avait des trucs innovants qui se faisaient. Ouais. Là, tu as du Augustin Tonnel, par exemple, qui fait des émissions genre qui est les meilleurs cold callers, le truc, on dirait une prod de genre des youtubeurs comme Joyka, Squeezie Mastus, qui est incroyable. Tu as Jessica qui fait des courts-métrages sur la vente où c'est trop drôle et des sketchs et tout ça.
Et vraiment, il y en a de plus en plus et je trouve ça génial qu'il y ait plus de médias B2B, d'acquisitions qui se font. Et il en faut plus encore. Ouais. Parce que c'est tellement, tellement passionnant. Ouais, mais clairement, je pense que ça va se faire naturellement parce que si les gens se retrouvent beaucoup plus, ça va transposer les gens vers quelque chose d'autre. Et donc forcément, bref, naturellement, les gens vont vouloir créer plus. C'est comme LinkedIn, il y a 5 ans, les gens ne postaient pas, tu vois. Puis au bout d'un moment, ça plaisait, donc ils sont mis aussi à poster. Mais ouais, ça fait du bien. Je parle pas de mon émission, mais en tout cas des gens qui se sortent de l'habitude des posts LinkedIn classiques, qui font par exemple des vidéos, comme toi, des Laetitia Fall qui, par exemple, font des vidéos très longues, mais plein de valeur, et qui essayent de faire des trucs à leur façon et de façon créative, quoi. Ouais, c'est un peu la base. Putain, c'est génial. Et là, tu vois comment un petit peu, toi, genre les 5 prochaines années à venir et sur, on va dire, la partie Smart Funnel, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs, ce serait cool de faire un petit sujet. C'est quoi, Smart Funnel, tu fais quoi alors avec ça? Ben, Smart Funnel, c'est un beau bébé qu'on a lancé à 4 ans. Donc pour rappel, en gros, nous, on est une agence. On a aussi un SaaS à l'intérieur de cette agence pour aller chercher encore plus de résultats et avoir justement un truc qui nous appartient et qui est très innovant dans ce qu'on peut mettre en place. Et grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la conversion grâce à de la conversation. Et du coup, ça se passe principalement sur Insta et WhatsApp. Beaucoup WhatsApp. 60% de nos clients sont sur WhatsApp. Et voilà, l'objectif, c'est d'aller travailler sur un métier que les gens détestent, qui est la prospection par message, qui est pour moi un travail qui est inhumain. Aucun humain a envie d'être setter, c'est un peu le terme, c'est setter. Et du coup, le setter manuel écrit, c'est un mec qui envoie plein de messages tous les jours, des copier-coller. Aujourd'hui, pour moi, il y a pas, ça ne plaît à personne. Pour moi, l'humain doit être plutôt dans de l'appel téléphonique, tu vois. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est soit, quand il y a déjà des setters humains, d'aller leur montrer que les setters, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre sur des appels ou à piloter des outils qui sont beaucoup plus performants que les humains. Ou alors, tout simplement, s'il n'y a pas de setter humain, c'est de mettre en place des systèmes qui vont travailler tous les leads qui finalement ne prennent pas rendez-vous. Après, par exemple, l'inscription sur une publicité, un live, etc. Créer du lien de façon personnalisée. Et au bout d'un moment, comme tu crées du lien avec la personne, tu la nurtures, tu bookes du rendez-vous, tu génères des ventes. Carrément, ouais. Ok. T'as la sensation là qu'en ce moment, c'est quoi un petit peu les meilleurs canaux de prospection qui existent? Il y a une stat qui est très parlante. J'étais à la WhatsApp Summit, donc le gros événement WhatsApp en France. Taux d'ouverture des mails, on a aux alentours de 20-30% en France. Taux d'ouverture des SMS, 40%. Il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, on était à 20 points de plus. Bref, donc ça a vraiment chuté de façon drastique. Taux d'ouverture WhatsApp, 90%. Sa mère. C'est insane. Hier, on a fait une campagne. J'ai un post qui est parti là pendant l'épisode où je parle de cette campagne. On a eu un taux de réponse de 80%. Taux de réponse, attention, 80% des gens répondent. C'est du jamais vu. Et on a, sur un webinar, augmenté le show-up de 20% à du coup environ 60%. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste les beaux résultats que je viens d'expliquer là, c'est comment on fait pour aller là. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils ont perdu la notion de la data. C'est-à-dire que quand tu captures un numéro de téléphone, nous, on est des sales, donc on sait ce qu'on va faire avec le numéro de téléphone. On va le call. Oh oui. Bah oui. Mais les agences market, les mecs qui font de l'automation, de l'IA, en fait, ils oublient que cette information-là peut être récupérée et retravaillée avec de l'IA sur WhatsApp, avec des humains aussi. Et c'est ce qu'on essaie d'évangéliser sur le marché, tu vois. Et en fait, en créant un lien à chaque fois individuel, parce que les gens ne savent pas qu'ils parlent à une IA, en créant un lien individuel à chaque fois avec chaque personne, en creusant leur situation, en leur partageant de la valeur, de la ressource, et du coup, au bout d'un moment, en redirigeant vers un appel, forcément, tu augmentes ton nombre de ventes et ton nombre de rendez-vous en plus. C'est juste, ça va de soi. Parce que si tu attends juste sur ton siège que les personnes bookent des rendez-vous sur tes mails, avec tes automatisations à gauche, à droite, au bout d'un moment, forcément, tu vas t'asseoir sur un gros potentiel, et du coup, ton coût par acquisition va exploser. Ça, c'est incroyable. C'est vrai que quand c'est bien fait par des pros, chez Smart Funnel, en vrai, tu as quand même beaucoup de temps qui est économisé parce que tu n'es presque pas obligé d'avoir de setter ni d'SDR. Tu peux garder juste un AE qui va faire quelques calls avant les appels. Et après, même l'AE, il n'a pas besoin de faire des follow-up, tu vois. Ouais. Si au bout d'un moment de tes CRM, tu as le recording de l'appel, le résumé d'une certaine manière, le numéro de téléphone, genre, tu as toutes les infos pour que quelqu'un fasse le taf à ta place, quoi. Ouais. C'est trop bien. Mais le truc que les gens ne se rendent pas compte, et sur LinkedIn, il y a beaucoup de bullshit là-dessus, c'est
qu'en fait, tout me parle d'IA comme si c'était une recette magique pour prospecter. Prospecter sur LinkedIn, prospecter sur WhatsApp, prospecter partout. Mais en vrai, l'IA, aujourd'hui, avoir une IA humanisée, personne n'a besoin d'acheter un outil, personne n'a besoin de faire quoi que ce soit. Si tu utilises ChatGPT, en top chrono 1 heure, tu as une IA humanisée qui parle comme toi. De ouf. Donc ça, c'est pas compliqué. Et les gens, souvent, ils sont encore attirés par ça. Ils achètent, tu vois, pour ça. Ils commandent des posts pour obtenir ça. Mais ils peuvent le faire eux-mêmes. Bref, ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, qui est pourquoi les gens investissent en nous et qui est une vraie compétence. Il y a 10 ans, quand on parlait tout à l'heure de chez Meta, j'enseignais les gens à prospecter par message sur LinkedIn. Bah, prospecter par message, c'est pas comme prospecter au téléphone. Et prospecter au téléphone, c'est pas comme prospecter par email. Et donc, il faut un vrai savoir-faire sur comment tu rédiges ton script et comment tu fais avancer la conversation pour que la personne se sente pas trop spammée, pas trop aussi, en gros, délaissée et que du coup, tu perds le contact avec la personne. Et ça, c'est un vrai métier de le temps de réponse, est-ce que tu envoies des vocaux, des vidéos, De etc. ouf. Et ce serait débile, je pense, de prendre le risque d'essayer de le faire tout seul. Ouais. Non seulement pour le temps, mais surtout, tu risques tellement, quoi. Si tu veux envoyer un WhatsApp, en fait, que c'est erroné à genre tous tes anciens prospects ou t'as tous tes leads chauds, bon, bah, t'as intérêt à être sûr que ce soit bien fait, quoi. Ouais, bah, tu peux rapidement te cramer, mais je pense aussi qu'il y a enfin, tu vois, si tu te poses rapidement sur qui tu es, ta strat, etc., tu peux aller sortir quelque chose. Mais tu as raison sur le fait de si tu veux vite sortir quelque chose en automatisant, en appuyant sur 4 boutons parce que l'outil il est sexy, bah là, tu peux te cramer parce que tu vas taper du volume, tu vas, ça se trouve, échanger avec des prospects qui auraient pu acheter dans quelques mois naturellement, mais que tu as pressé et qui finalement se sont frustrés. Carrément, donc c'est un petit peu couillon. Ouais. Ok. Tu vois quoi d'autre là comme canaux qui sont intéressants en ce moment avec t'en as plein de toute façon qui sont. Tous les canaux techniquement peuvent booker des rendez-vous quand c'est bien fait. Il n'y a pas un canal qui est. Ou est-ce que tu es pas d'accord avec moi et tu as le droit de me contredire? Moi, je suis anti, parce que j'ai beaucoup défendu ça, donc c'est marrant, mais je suis anti-prospection LinkedIn. Je trouve que Ça devient chiant, c'est pas quoi. fun, c'est chiant, c'est dur, il y a beaucoup de limitations. C'est pas légal aussi. Ça, on ne le dit pas, mais LinkedIn, pour avoir bossé là-bas, tu n'as pas le droit Ils d'automatiser veulent sur pas. LinkedIn, si ce n'est avec Sales Navigator. Bien sûr. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes. Moi, après, chacun défend sa paroisse, tu vois, mais moi, je prône toujours le call. Alors, j'en vends pas, mais juste, je sais que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Et derrière, effectivement, WhatsApp, aujourd'hui, c'est une des plateformes qui fonctionne. Peut-être dans 2 ans, je vais changer de discours, tu vois, mais aujourd'hui, c'est une plateforme Non, mais qui t'as fonctionne. raison. Mais surtout, call et WhatsApp, c'est les deux qui ont le plus de vélocité, quoi. Parce qu'un Ouais. email, en fait, ça peut être 1000 ans avant d'être ouvert puis répondu. Ouais. Un call, s'il décroche, il décroche, t'es en discussion directement, quoi. Donc, Exactement. quand t'as de la vélocité et sur WhatsApp et sur les calls, ouais, c'est les canaux qui ont le plus de vélocité. Ouais. Et Tu prospectes un peu sur WhatsApp, toi? je l'utilise énormément avec les prospects et je vais l'utiliser avec parcimonie pour prospecter. En général, moi, sur la majorité des. Quand je fais de l'acquisition de prospects, ça va être quelque chose qui tourne dans le fond. Donc, ça peut être de la prospection automatisée sur n'importe quel canal, de l'emailing vidéo, ça peut être plein de choses différentes. Et puis après, ça va être des SDR qui vont rappeler ces personnes qui ont eu un intérêt, qui ont ouvert un email, qui ont répondu à un message, qui ont fait ce truc-là, et qui vont après booker un call. Ok. Donc en général, tu as juste une source un fluide constant de quelque chose qui va se passer où il y a peu de vélocité et tu rajoutes par-dessus des gens qui vont rappeler, qui vont prendre le temps, qui vont aller booker un rendez-vous, qualifier, disqualifier. Et je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne méthode d'aller faire un petit peu les deux. Et un fluide constant en fait où tu vas à chaque fois atteindre ta cible. Si tu as un gros TAM, ce qui est l'idéal évidemment. Et puis quelqu'un qui va rappeler à chaque fois. Je trouve ça un peu cool cette méthodologie-là. Ouais, c'est. Faut avoir les compétences aussi pour le faire parce que je pense que personnellement, même avec Dylan, tu vois, on connaît pas chaque canal ou en tout cas, on n'est pas des petits pirates comme toi. On s'est très focus sur WhatsApp. mais ouais, ça m'étonne pas que tu arrives à bien te débrouiller avec ça. Et puis surtout, tu es très créatif aussi, tu vois. Donc, Il faut, ouais. mélanger ta créativité avec ces canaux, du coup, derrière, tu peux avoir beaucoup d'impact. Ouais, carrément. C'est trop bon, ça va faire une petite heure, je crois qu'on est ensemble, Eddy. Quelque chose comme ça. Je regarde. Ça va faire effectivement une petite heure. Tu veux qu'on finisse sur quoi? Comme tu veux. Qu'est-ce qui te plairait? Non, c'est moi déjà, ça me fait plaisir que tu aies pris le temps, tu vois, de venir et de te déplacer. Donc en vrai, tu me dis. En vrai, il y a un sujet moi qui me parle beaucoup en ce moment. C'est on a travaillé avec beaucoup de systèmes d'acquisition sur l'année passée. Donc il y a eu la VSL, le webinar. On a travaillé avec le numéro 1 en France des lives et des webinars. On a organisé les plus gros événements en francophonie en live. On a travaillé sur des VSL, donc vidéo sales letter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petites vidéos après que tu cliques sur une pub. Bref, on a testé plein de tunnels et on a un qui pour moi va être la révolution cette année, qui est vraiment là, on le teste depuis 2 semaines et on a des frissons avec mon associé parce qu'on trouve ça passionnant. C'est les quiz funnels.
mais avec de la prospection vidéo. Ouf, oh, le cumul Ah ouais. d'enculés. Ah ouais, c'est un truc de fou où en fait, non seulement tu vas réussir à avoir de l'input data, donc de la data de prospect, grâce à un quiz, et les quiz, tout de même les quiz, les petits tests de personnalité, mon horoscope. Bien sûr. Donc ça, tu vois, ça plaît directement et du coup, tu arrives à choper de l'information sur le prospect. C'est un bon lead Avec même magnet. Ouais. 3 questions, hein, si tu veux pas te casser la tête. Et en B2B, ça marche très bien. Vous voulez ma chaudière ou vous voulez un devis assurance pour votre entreprise, ça marche très bien, les quiz funnels, partout. Et à partir du moment où tu as reçu cette info, tu as un petit pop-up de tu vas recevoir la vidéo, enfin, tu vas recevoir du coup tes informations sur WhatsApp. Mhm. Et là, du coup, 5 minutes après, tu as une vidéo IA qui va être réalisée avec bonjour prénom, du coup, j'ai vu que tu étais dans telle situation. Du coup, je voulais te proposer cette formule-là où je voulais te proposer de découvrir un peu mon use case. Et du coup, tout est extrêmement Trop personnalisé. On est passé d'un taux de lecture sur des VSL, donc encore une fois, une page statique qui s'adresse à tout le monde, en général, tu as un watching time de 10 à 20% pour les meilleurs, où les gens regardent la vidéo, appuient sur le bouton play. De là, plus de 60% des gens qui cliquent sur la vidéo, où non seulement tu parles au prospect, mais d'ailleurs, tu vends aussi ton offre, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment la révolution de cette année. Et je sais que toi, en plus, tu touches pas mal à la vidéo. Et du coup, je sais pas si tu as testé le quiz funnel, une fois déjà, rien que sans vidéo. Je crois que j'ai jamais testé. Moi, ça a toujours été des process assez précis. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait sens quand tu as genre une VSL ou une vidéo de promotion de se dire, bah tiens, je vais juste faire un quiz, puis après l'envoyer en perso pour débuter une discussion. Tu enlèves tellement de friction, Ouais, tu enlèves tellement d'étapes. clairement. Donc c'est très très malin. Et puis la vidéo, je sais que tu es à l'aise avec ça. Et je trouve que c'est un bon moyen pour quelqu'un qui ne te connaît pas de te voir et en fait de préparer à l'appel. Et la personne se dit, ah ok, je vois qui c'est. Du coup, tu vois, il y aura moins de surprises quand je vais le voir sur un appel. Ou, tu vois, je trouve que ça fluidifie l'étape, ça prépare mieux l'étape d'après. De ouf. Annulation, enfin, t'as moins de no-show aussi de manière générale. Ouais. C'est vrai que je devrais faire un peu plus ça. Je prends pas assez de temps. En général, c'est juste, même c'est le process que je donne aux aveux que je vais avoir, c'est t'appelles. Genre, la matinée, t'as, je sais pas, 15 minutes, t'appelles tous les rendez-vous que tu vas avoir dans la journée. On va se voir à 9h30, c'est toujours bon pour toi, machin. Donc, t'es assez classique en fait. Ouais. C'est vrai qu'une petite vidéo, ça peut être cool. J'aime bien, intéressant. T'as d'autres process de fou à partager avant qu'on se quitte, tristement? Non, c'est ça. Pour le coup, pour moi, le process le plus intéressant, c'est juste de venir s'essayer à WhatsApp. On a accompagné, je sais pas, plus de 300 clients là sur les 4 dernières années. Au début, on nous prenait un peu pour des fous quand on disait, quand on partageait un peu notre métier. Maintenant, ça devient une évidence. Et je pense que les personnes, juste pour qu'ils se mettent un petit peu au goût du jour, il faudrait qu'ils testent par eux-mêmes, même manuellement, d'envoyer des petits messages sur WhatsApp, voir si les gens répondent. Déjà, tu vas comprendre qu'il y a effectivement il y a quelque chose à faire. Et puis, derrière, de faire attention au bruit qui court sur LinkedIn, arrêter d'aller chercher les shiny objects et de ne pas oublier que chaque canal a une spécialité, a une expertise. A des défauts. Et a des défauts. Et il faut que tu trouves le canal qui te corresponde. Parce que y a des gens chez qui genre prospecter sur LinkedIn, c'est pas possible. Il y en a chez d'autres, c'est l'appel. Il y en a d'autres, c'est le WhatsApp. L'idée, c'est juste de trouver comment ça fonctionne et de trouver l'expert qui connaît son sujet. Quoi. Carrément, ouais. S'il y a des personnes qui veulent se renseigner un peu plus sur la partie WhatsApp, prospection et Smart Funnel de manière générale, c'est quoi le lien que je peux mettre un peu en description pour faciliter un peu les choses? Ouais, ils peuvent m'envoyer. Moi, j'aime la proximité. Donc, c'est ta petite proximité. Mets mon numéro perso. Non, on pourra mettre mon LinkedIn en vrai. Et puis, si vous veulent me poser des questions, avec plaisir d'y répondre. Et puis, je partage souvent des contenus là-dessus. Et puis, en soi, on est une belle agence maintenant. On a plus d'une dizaine de personnes. On va, je pense, cette année atteindre les 3 millions d'ARR. C'est magnifique. On grossit bien avec des beaux noms. Et puis, on veut continuer à monter tranquillement. Donc, s'il y a des personnes ça intéresse, avec plaisir. Et puis, surtout le média, si vous voulez vous amuser pour apprendre de l'acquisition et trouver votre raccourci pour le meilleur de l'acquisition. CTRL-F. CTRL-F. Exactement. Toi, je te fasse un petit jingle. CTRL-F. CTRL-F. Ok, trop bien. Et allez-y, allez regarder le profil de Eddy de suite. C'est un ordre. Avant qu'on finisse, est-ce que, en général, la fin, je la fais un peu libre. Souvent, il y en a qui disent genre une anecdote ou une citation ou un truc qu'ils ont appris d'un ancien manager, un truc qui les a marqués. En vrai, c'est méga libre, la fin. Mais ça finit souvent sur, je sais pas, un truc un peu perso à toi, un concept. Ouais. Je vais dire encore des synonymes. Non, t'as trouvé, vas-y. Alors, je vais en donner 2. Le premier qui est un peu plus évident, c'était celui de mon manager qui m'a bouche bée, qui a été super bon avec moi. C'était There is always a room to improve. Dans le sens où il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer.
Et les pires commerciaux, c'est ceux qui pensent que tout est acquis. Et les meilleurs, c'est ceux qui pensent qu'ils sont trop nuls tout le temps et qui apprennent tout le temps, qui ont soif d'apprendre. Et la deuxième citation, c'est de mon père, qui a un proverbe, je crois, arabe, qui dit il vaut mieux avoir un oiseau dans les mains que de regarder 10 dans le ciel. Et je trouve que c'est un truc qui m'a pas mal aidé sur les dernières années, où j'ai arrêté toujours d'essayer de trouver un shiny object, de venir me défocus de ce que je faisais, de venir écouter trop de choses, et même dans ma vie perso en vrai. Et je trouve que bah ouais, quand tu as un truc qui marche un peu, quand tu as un petit business, une petite acquisition, bah, ça sert à rien d'aller voir directement ailleurs. Essaye de poncer ton sujet d'abord. Essaye de poncer même ton expertise. Ça peut s'adresser à plein de sujets, ça. Et ça t'aidera à avancer. Ouais, petite pensée au daron et sa belle. En vrai, je trouve que c'est un magnifique proverbe très imagé. Complètement, j'aime beaucoup aussi. Ok, trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Eddy, Avec pour ce plaisir. podcast. C'était top. Peut-être une réinvitation de ces quatre, ça pourrait être sympa. J'accepterai Peut-être un toujours. caméo contrôle F ou juste une perruque dans le fond. Enfin, moi, je prends les rôles en ce moment, c'est la galère. Non, mais en vrai, avec plaisir. Trop bien. Merci beaucoup. On va prendre un train avec Eddy. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer.